Super ça! Ce voyage n'est pas venu comme ça de manière abrupte sans pas totalement. Il s'inscrit quand même dans un désir, de voyager que j'ai développé, grâce à une chanson, c'est un peu le déclencheur, hein. Les chansons de Véronique Sanson, Baya ou Celui qui ne sait pas ne se trompe qu'une seule fois, avec Va dans un pays où il y a du soleil tout le temps, je te le répète, si tu perds ton temps et cetera. Ça martelait un désir de l'ailleurs. Après un divorce, je suis allée en Guyane avec mes 4 enfants. Je me suis retrouvée toute seule sur un poste à la frontière brésilienne en Guyane, Saint-Georges-de-l'Oyapock. Et puis il s'est passé ce que tout le monde a vécu, c'est-à-dire l'arrivée du Covid et la fermeture brutale de mon collège. Et la frontière brésilienne s'est fermée, très close. J'étais un petit peu enclavée dans ce village-là. La distance jusqu'à Cayenne est de 200 km avec un barrage militaire au milieu. On ne nous autorisait plus à y aller. Donc là, je me suis sentie vraiment prisonnière. Et donc là, j'ai pris la décision de prendre une disponibilité sans solde pour une raison qu'on est forcé d'accepter, c'est-à-dire retourner auprès d'une ascendante malade. Donc j'avais vendu ma maison 1 an avant. Donc j'avais ce qu'on appelle une trésorerie. Et je suis partie, vraiment très brutalement. J'ai eu quand même le temps de me dire, bon, voyons, si j'arrive là-bas, en France et à Rouen, ça va être très difficile de me cantonner dans un seul immeuble, même au chevet d'une maman que j'aime beaucoup, mais ça va pas être possible. Donc j'ai décidé de créer une association qui s'appellerait Du vent dans la plume et qui circulerait quand même sur toute la métropole. Donc j'ai acheté le camion, la moto, par correspondance. Et puis très rapidement, je suis arrivée en France. Et donc j'ai la rampe pour monter et descendre une moto qui pèse quand même 180 à 200 kilos. Et là, c'est vraiment la maison décorée telle que je l'aime, avec la famille aussi, et évidemment mes interlocuteurs. Oui, on est très heureux. Ouais, moi aussi, je suis super heureuse d'avoir des interlocuteurs. Là, donc j'ai changé, les fauteuils se retournent bien évidemment, c'est plus pratique pour conduire. J'adore cet endroit, même si c'est tout petit. Grimper une échelle, pour moi, ça a toujours quelque chose de très ludique. Comme un enfant qui va dans un lit superposé, je me sens vraiment dans un cocon. Au fond, on voit une ancienne photo de famille avec mes enfants. Un dessin de Faustine qui représente vraiment aussi la liberté pour moi. Donc tous les matins, quand je me lève, en général, je regarde par le lanterneau et je découvre le paysage et je me dis c'est génial parce qu'en fait, ça change tous les jours ou tous les 2 jours. Et c'est le principe de la vie en van. On dit « World is your garden ». On me demande si j'ai quelque chose pour me défendre, on m'a demandé si j'avais une arme, etc. J'ai rien pour me défendre, j'ai juste ça. Je regarde de l'autre côté, si j'entends un bruit, si j'entends qu'on va, je descends et puis je démarre. Donc je dors toujours avec mes clés à côté de moi. Et puis sinon, j'envisage un plan B de sortie et d'évasion. C'est par le lanterneau. Voilà, il y a bien James Bond qui court sur son train, je pourrais bien courir sur mon camion. Pas de souci, j'arrive à sortir, j'ai déjà testé. Et puis sinon, depuis ce point de vue, là, le lanterneau, je fais toute une série de photos qui a beaucoup de succès parce que ça amuse beaucoup les gens de me voir avec la tête du petit matin en train de découvrir mon nouveau paysage. La première année était donc destinée à aller demander aux gens
raconte-moi ta terre. Et c'est drôle, on se moquait de moi parce que j'avais fait pendant 2 ans des émissions où c'était « Pourquoi part-on ?» Et donc là, en fait, je demandais aux gens « Mais pourquoi reste-t-on ?» Donc je me suis dit, je vais solliciter toute ma communauté Facebook en lui donnant vraiment son sens. La communauté Facebook, on va voir si c'est vraiment, il s'agit d'une communauté, des amis. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien passer chez vous avec toutes les précautions d'usage pour savoir pourquoi vous avez choisi cette terre. Est-ce que c'est choisi, c'est subi, c'est même pas forcément questionné, c'est comme une évidence. Et donc là, les gens se sont manifestés et j'ai eu vraiment 3 itinéraires qui se sont dégagés et qui m'ont fait à peu près 8-9 mois, puisque je me suis vraiment arrêtée chez les gens et je recueillais soit leurs textes, soit c'était sous forme d'interview, soit on allait ensemble visiter les environs, ou alors ils me faisaient connaître quelqu'un qui, d'après eux, était vraiment la personne concernée par ce type de quête. Moi, Orléans, ce qui me fait rester et ce qui anime principalement ma vie, c'est l'escrime. Le Cantal, et plus particulièrement Aurillac et son environnement, est connu des Français grâce à la météo nationale, qui cite bien souvent cet endroit comme le plus froid du pays. Vous devriez tenter, avant de remonter, d'aller à Oléron, car l'air y est très bon. À Vannes, en plus de la vie tranquille qu'on y mène, j'aime voir les mouvements du port quand arrive le soir. C'est quand on voyage et qu'on revient qu'on se rend compte que chez nous aussi, c'est un beau voyage. Et je venais de Saint-Georges de l'Oyapock, comme je l'ai dit. J'ai découvert une association des Saint-Georges de France et quelques Saint-Georges d'Europe. Et je me suis dit, ce serait pas mal que mon voyage serve aussi à cela. Une sorte de trait d'union, comme ça, entre les Saint-Georges. Donc je vais mener ces deux quêtes de pair. Et il y a les San Giorgio qui s'étaient ralliés aux Saint-Georges de France, qui étaient très actifs. Et on m'a conseillé d'aller les voir. Et donc je me suis dit, bon, Corse, Sardaigne, Sicile, je remonte par la botte, je vais voir les San Giorgio. Ce sera le début de ma 2e année sabbatique, puisque donc j'ai demandé une 2e année. Je vous rappelle le principe de ce road trip. Je pose mon camion dans un endroit en fait pour quelques jours et je rayonne ensuite à moto autour. Ça me permet de ne pas avoir à descendre et remonter ma moto tous les jours dans mon camion Durandal, étant donné qu'elle ne pèse pas loin de 200 kg. Je suis à Galeria et je suis coincée parce qu'il n'y a plus d'essence dans les stations. Et il faudrait peut-être songer à redescendre tout doucement vers Bonifacio, qui est l'étape finale.
Là, c'était mon pauvre oncle qui a découvert ça avec mon oncle qui habite là à côté. Ils ont trouvé les sources là au Voué, au pied de la montagne. Ah oui. L'eau descend là-bas. Ils avaient acheté le terrain à l'époque. Et après, ils ont trouvé l'eau. Ils ont fait la source Saint-Georges. Et la source part de la veine à la bouteille. Ah ouais. Sans forage ni rien du tout. Et depuis 40 ans, elle ne s'est jamais tarie. Jamais perdu. En Sicile, au magasin d'une de nos héroïnes des temps modernes, Savinia Piliou, une des sœurs Courage, qui lutte depuis 30 ans contre Cosa Nostra, la mafia à Palerme, pour faire valoir leurs droits. Sandro, un ami de Savinia parlant un peu le français, va rendre possible notre échange et je l'en remercie. Propriétaire. La propriétaire les seuls propriétaires sont diventaires les propriétaires de la mafia et elle et sa mère sont allés à la police et après elle a vu ils sont arrivés dans les premières intimidations. Un agent immobilier, mafioso, a été condamné à 780 000 € de dommages et intérêts qu'elle n'a pas encore touchés. En revanche, elle doit payer un impôt sur cette somme. Alertés, le journaliste Marco Lillo et le cinéaste Pif décident d'écrire ensemble un livre sur l'odyssée des sœurs Piliou tout en renonçant à leurs droits d'auteur. 2 femmes seules contre la mafia. Bonjour à tous, ben voilà, là je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un peu mon campement. Donc un nouveau campement de cette nuit. Je suis pas très loin de Syracuse en fait. Enfin bon, quand même à 1h30. Je suis à côté de Ragusa. Voilà, Ragusa. Et donc, super sympa, j'ai téléphoné à Agrigento, depuis Agrigento, en disant que voilà, je partais à 20h dans la nuit. Est-ce que le camping était ouvert? Et en fait, il était fermé, mais en fait, ils ont laissé le camping ouvert jusqu'à 22h et je suis arrivée à 22h. J'ai nettoyé mon linge, super. Il y en a un qui est en train de faire une marche arrière, on est content pour lui. Là-bas, au fond, les sanitaires. Et je suis tout près, et ça me va très bien. Des poubelles. C'est ça de pas avoir ni de boss ni de mari. Ça simplifie les choses. Allez, et ni de travail, pardon. Bon, bah ça c'est exceptionnel. Après, je reprends quand même. Hein. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. J'aime les personnes ici parce qu'elles sont très accueillantes. J'aime la Sicile parce qu'elle a tout. La culture historique, musicale, la tradition, la nature, la mer, la montagne. Je fais un travail qui me plaît toute l'année. Je suis à la réception d'un camping.
Et donc, j'accueille les voyageurs de différents pays. Au moment du Covid, des familles entières sont venues et je m'occupe de l'animation. Et donc, j'ai présenté mon pays, escalade, plongée. Je vis à côté de la mer. J'ai trouvé ma terre. Ici, le temps s'arrête. Regardez comme ça, tout de suite l'air sympathique. Les approches d'un village abandonné depuis un tremblement de terre en 1968. Parce que ça pourrait encore tomber, comme vous le voyez. Donc je fais très attention. C'est un Italien qui m'a conseillé de faire cela tout le mois. Coucou, je profite de cette merveilleuse carte qui est en fait une carte diplôme. Congratulazioni pour un trekking auquel je me suis inscrite en totale inconscience, comme d'habitude. Je m'en suis bien voulu pendant, je crois, 1h30, où j'ai vraiment galéré, où j'ai eu énormément de mal à monter. On est allé jusqu'à 3000 mètres, même plus que là, de Torre del Filosofo. Et d'ailleurs, on n'a pas le droit. En ce moment, on doit s'arrêter à 2800 mètres. Et il nous a fait ce cadeau énorme de nous dire nous allons à 3000 mètres. Bon, j'étais ravie. Mais vraiment, le spectacle en valait la chandelle. I am Eddie. I live in Holland, the Netherlands. I work as a forester to make the world a better place. I am sick. I have the sickness Lyme. It's the Lyme disease. And many children in Holland have the same sickness. I walk from Sicilia back to Holland. I hope that people see me on traveling by media, by Facebook, by radio. I hope that people will give money for the children. It's not for me, but for the children. When you are ill and you are laying in bed, I was not happy. So I walk every day. I am on a journey, and I love this way of life. I feel good at this moment. I put a lot of positive energy out of this trip. Every day I met people. The world is a wonderful place with a lot of nice people.
À Monténégro, j'ai rencontré quelqu'un mais vraiment de bien plus courageux que moi. Je suis une petite joueuse. Alors, comment vous appelez? Alors bonjour à tous, moi c'est Maxime, je viens de Carcassonne en France et on vient de se croiser à l'instant sur la route. J'ai vu le camion passer, je me suis arrêté juste après. Moi je voyage à vélo, je suis parti depuis 2 mois de France et je pars pour une durée déterminée, c'est-à-dire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas trop. Et dans un premier temps, c'est d'arriver en Turquie pour les fêtes à Noël et pour le Nouvel An et voir par la suite en fonction de l'hiver et tout ce qui se passe. Ouais. Super. Et comment ça a été décidé, tout ça? Et comment c'est financé aussi? Alors, comment ça a été décidé? J'ai déjà voyagé dans le passé, j'avais fait un tour du monde, mais à sac à dos, donc c'était différent. Là, le Covid a fait que je me suis arrêté. Je travaille dans un office de tourisme dans le sud de la France, dans les Pyrénées ariégeoises. Ça m'a permis de mettre de l'argent de côté, puisque je faisais pas beaucoup d'activités où je ne sortais pas forcément, donc tous les mois je mettais beaucoup d'argent de côté. Là j'ai un budget de 10 € par jour, donc ce qui me permet de voyager sur la durée facilement, puisque c'est un budget assez petit. Et voilà, ça s'est décidé un petit peu par rapport à l'air du temps, c'est-à-dire essayer de voyager économiquement et écologiquement également, et de prendre le temps de découvrir les choses et de vraiment apprécier et découvrir les gens. Il y a pas mal de gens sur la route, soit qui klaxonnent, qui nous font des signes, ou qui... Voilà, les gens sont assez intrigués en fait par ça, mais c'est que du positif, ça va quand même. C'est intéressant de découvrir ça. T'es habillée comme ça aujourd'hui. Youhou! J'avais pas prévu en fait que je passais la frontière. Bah c'est pas grave hein. Il y avait juste des gens un peu surpris. Hey, hey, hey. Voilà. Allez, je vais vous emmener un petit peu de, on va pas dire de soleil. Au niveau GPS, j'ai appris à ne pas changer de pays la nuit, ou le soir, puisque je peux me retrouver de l'autre côté totalement sans Internet, sans GPS. Et là, c'est quand même assez angoissant, parce qu'on n'a plus l'habitude en fait. Donc, j'ai été vraiment très atteinte par la privation d'Internet. Et je me suis trouvée dans des conditions, dans des situations terribles. On n'est plus grand-chose, on est un fétu de paille quand on est baladé. Alors, sans langue commune, j'ai réussi parce que j'ai vraiment vu une volonté, j'ai été témoin d'une volonté de communiquer. La mienne déjà, mais aussi les gens que je croisais, ils étaient tellement abasourdis de voir un camion français avec juste une femme dedans, qu'on était l'un vers l'autre, on était tendus l'un vers l'autre avec cette volonté de trouver des mots communs, en tout cas, ou de trouver quelque chose de drôle, un humour commun, ou même autour d'un dessin. Et là aussi, ça m'a rendue résolument positive sur ce voyage. Voilà. Parce que nous, on peut parler la même langue, on peut disposer de tous les moyens, on n'a vraiment pas forcément cette volonté de communiquer avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressorti du voyage et qui me tient à cœur et qui m'émeut encore que je me parle. Franchement, ça, c'est une belle expérience. Voilà, je vous présente mon vis-à-vis pour manger.
plutôt sympa. On ne peut pas entrer en Serbie directement après être passé au Kosovo. Parce que la Serbie ne reconnaît pas le Kosovo. Donc il faut que je passe par le Monténégro. Et ensuite Monténégro, Serbie, ça devrait aller. Ouais, quelle aventure en perspective! Je suis à Pristina. Voilà, je suis à Pristina au Kosovo, donc je dois aller là. Ouh, sympathique. Pristina. Non, mais là, c'est le passage le plus délicat. Voilà, on le sait bien. Pristina, Kosovo, Monténégro serait tellement plus simple de... Hein, non, mais c'est pas possible. Ah, Monténégro, à Sarajevo, du coup, je voulais y aller de toute façon, donc ça tombe bien. Et ensuite, Belgrade, Budapest, Bratislava avec un petit coucou au Saint-Georges de Slovaquie. Ensuite, Vienne, München, Strasbourg, et Strasbourg, Nancy, Bar-le-Duc, Paris-Rouen. Voilà, avant le 20 décembre. Vous avez vu un peu l'organisation, hein? Et je suis super contente parce que le douanier il a trouvé que c'était very nice. It's very nice, you know. En plus, j'étais mignon, moi. Je dis yes, you too. What's happened to us? I don't understand. Yes, I want to okay. go to Serbia, Okay. but it's not possible. I have to go to Montenegro, Yes. and after to go and Serbia. They don't recognize the stamps of Kosovo. Yes. This is a real problem. Why? We have recognition from European Union, from almost 113 places, countries of the world. And for us, it's nonsense. Yes. We suffered a lot. Yeah. It's true, but we need to accept that Serbian and other nationalities have to live together, Yes. to have prosperity, to have job, to have same possibilities. It's normal. We have to know the part of the history. We have to know who we are and what we are and what we passed to come here today. But it's normal to look forward for development. Please know that, and we are the part of the Europe. And we need you, and you need us. Okay. This is what I can say. You are a champion. You saved me. Allez, le plaisir de conduire. Pas trop dérangé par la circulation. Ah si, il y a quand même une voiture. Et je vais bientôt passer la frontière. On va arriver en Bosnie-Herzégovine. C'est tellement méconnu, enfin en tout cas je trouve. On connaît beaucoup mieux tout ce qui peut être très, très effrayant de ces pays, alors qu'en fait les populations et les pays se redressent dans leur dignité, leur inventivité, leur créativité. Regardez si c'est pas magnifique, quoi. Ah là 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 là.
vous avez 3 groupes ethniques qui devront partager le pays. Et réconciliation, c'est très important, mais ça arrive très longtemps. Il faudra peut-être plusieurs générations pour convaincre une nouvelle génération que la paix, c'est beaucoup meilleur. Média a pris presque tout l'espace des nationalistes pour nous diviser. Mais vous avez des gens qui construisent la paix, au moins ils essaient. Culture aide beaucoup. Théâtre, musique, la même langue, parce qu'on appelle notre langue bosniaque, serbe, croate, mais c'est pour mon opinion, je partage avec vous, mon opinion c'est le même, parce qu'on arrive de se comprendre vraiment bien. C'est presque la même, la Croatie, la Serbie, Monténégro ici. Donc ça nous permet de faire des échanges. Les Bosniaques, même les Serbes, quand on les voit venir chercher un travail, je ne les perçois plus du tout de la même façon. Je sais qu'ils cherchent chez eux et quittent leur patrie à regret. Et de quel droit j'aurais de les malmener ou de les considérer avec condescendance. Et donc j'étais en Bosnie et je n'avais pas de permis de conduire. Voilà, je suis partie sans permis de conduire, sauf un permis international. Et là, j'arrive à la douane et la douanière me dit, dans un anglais parfait, elle me dit que ce n'est pas ce permis qu'elle désire, que le permis international c'est fait pour les États-Unis et que son pays fait bien partie de l'Union européenne. Donc elle veut le permis de conduire européen. Je n'ai pas de permis de conduire européen. J'essaie de jouer sur le fait qu'elle parle un peu vite anglais, que j'ai du mal à comprendre, bon, ce qui était un peu vrai. Et là, elle croit que je lui dis que son anglais n'est pas bon. Et là, elle se fâche. En fait, voilà, je vois à 2 reprises qu'elle est déjà piquée dans sa dignité, quoi. Son anglais ne serait pas bon. Il y aurait une excuse pour arriver à rentrer et sortir de chez eux sans permis. Et puis elle me dit, elle me demande pourquoi, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis venue là, pourquoi simplement 2 jours. Elle me demande combien je suis restée. Je lui dis 2 jours, pourquoi 2 jours? Sarajevo, ça ne mérite pas plus. Et elle est très, je la trouve finalement assez agressive en fait. Alors à ce moment-là, elle m'a dit 2 jours, je lui ai dit en fait je devais même traverser, parce que je voulais aller en Grèce, mais je devais même simplement traverser. Mais quand j'ai appris et quand j'ai découvert toute la richesse de Sarajevo, au niveau culturel, ces 4 églises, la Jérusalem, quand j'ai vu le tunnel de l'espoir, quand j'ai vu cet ensemble olympique qui avait été reconstruit, quand j'ai vu cette bibliothèque qui avait brûlé, qui avait été restaurée, et là, elle m'a dit « I'm so glad you can go ». Et j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse certes de pouvoir passer Noël et de ne pas être retenue, mais j'étais heureuse d'avoir pu lui montrer à quel point j'avais été touchée par son pays. Et c'était pas surfait, c'était du fond du cœur, quoi. Je pense que c'est ça qu'elle a capté. Alors voilà, je voulais quand même comprendre comment je m'étais retrouvée en Croatie quand même, ce qui n'était pas prévu au programme. Et puis, ben voilà, je voulais passer à Belgrade, en fait. Et donc, Armina m'a conseillé une route, celle-là que j'ai prise, Zenica. J'ai couché à Orage, au désespoir. Orage, et qui, donc, était avant une frontière. Voilà, je voyais bien qu'il y avait écrit frontière. Et donc, pour moi, ben, c'était la frontière serbe. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, quoi. Cette nuit, j'ai dormi ici, à la capitainerie du port de Rouen. J'ai bien chargé en électricité, j'ai fait l'eau. Un copain d'ici va me montrer comment je fixe le cric en cas de crevaison, toute seule, sur le bord d'une route. Alors ça, c'est souvenir de ton engagement? Ouais, commando. Commando.
C'est quoi toutes ces... Alors là, c'est l'emblème du village, c'est Velika Kladuša. C'est là où j'étais basé pour les 20 ans. Vous êtes convaincu que vous avez contribué? Non. Non? On était des pions et on devait être là-bas, c'est tout. C'est ça le pire, la pauvreté des gens. C'est ça. Et quand on rentre d'une expérience comme ça, dans t'es- quel état on est? T'es pas bien. Si t'es pas suivi ou t'as pas de famille, t'es pas bien. Donc voilà, je suis partie de Rouen. Hop. Lille, Bruxelles, Liège. Je suis montée à Brême, à Hambourg. Puis ensuite, je suis allée au Danemark, à Odense. Ensuite, Copenhague. Puis, je suis allée à Malmö, ce fameux pont. Et hop, Göteborg et Mariestad ici. Donc la prochaine étape sur cette partie de la carte, ce sera donc Stockholm. Donc actuellement, j'ai fait 1946 km. Je dois faire encore 300 km pour aller jusqu'à Stockholm. Ensuite, je pars de Stockholm. Et là, je vais à Lévis. Ici. Et là, ça me fait, d'après les calculs de Michelin, 1250 km. Je suis allée faire le plein d'essence tranquille, quoi, comme juste un petit t-shirt, j'ai compris ma douleur. Hein. Donc, effectivement, ça caille, on sent que je m'approche, doucement mais sûrement, de la Laponie. Ah, super. Bon, bah voilà. Et ben voilà, je m'offre un petit coup de clairette. Oh, j'ai peur que ça me casse le lanterneau. J'avais la file avec un... Bon, bah, chin chin. Voilà. Marguerite, elle est alsacienne d'origine et elle a tout quitté à 26 ans et elle est venue en Suède. Elle a appris le suédois, elle était médecin, elle a refait des équivalences en suédois parce que c'était pas reconnu à l'époque. Et maintenant, elle vit en Suède, elle a des enfants et des petits-enfants en Suède. Le fait de vivre ici, ça change aussi la mentalité, je pense un peu plus comme ici. Ces Suédois sont quand même assez différents des Français à bien des points de vue. Mais je dois dire que, on ne peut pas généraliser les Français non plus, je crois qu'il y a moins de différence entre un Alsacien, que je suis, une Alsacienne, et un Suédois, qu'entre un Alsacien et quelqu'un du Midi, enfin qui vit je crois que la différence est moins grande. Marguerite vous explique, voilà, la station de météo de Mariestad vers de Stockholm. Alors, quand la ficelle est toute droite, verticale, ça veut dire qu'il fait beau temps. Quand elle bouge un peu, c'est venteux. Apparemment, c'est venteux maintenant. Quand elle se met à l'horizontale, c'est l'orage. Quand elle est sèche, c'est le dégel. Quand elle est blanche, c'est la neige. Quand elle est toute reine, c'est de la glace. Ah oui, frost. Et quand elle ne voit plus, quand vous la voyez plus, ça veut dire que c'est le brouillard. Et quand elle n'est plus là, c'est l'ouragan. Voilà.
Bah là, je suis bien couverte. Hein. Si jamais d'aventure j'avais à sortir, je me prépare, je teste mes couches de vêtements pour voir si elles sont confortables. Voilà. Allez, c'est parti, c'est la dernière étape. J'arrive en Laponie, par la frontière d'abord. Et donc, je vais avoir fait 4000 km. Et voilà, bah, j'attends d'y être, hein, surtout. Bon, bah voilà. Je suis pas très loin. On n'est pas très loin. Durandal et moi, donc de Lévis. C'est la Laponie finlandaise, le but ultime. C'est là où je vais louer une motoneige. Je vais retrouver aussi des amis qui, eux, viennent de Finlande. Moi, j'ai encore la frontière à passer. Et hop! Comme d'hab, je ne sais toujours pas où je passe les frontières. Moi, c'est toujours la grande surprise. On continue, on tient le bon bout. 14 jours de montée, 4000 bornes, et puis plein de bonheur à découvrir des villes super jolies, des paysages géniaux et des gens super sympas. Et je vais passer le cercle polaire arctique. Ouais, moi qui ai toujours été nulle en géographie. Allez, c'est parti avant qu'il neige de trop. 20 km la frontière finlandaise et dans 121 km, je sais arriver. Ouais, super. Encore un pont avec une mer gelée, à peine visible. Et on devrait arriver au poste frontière, je pense. On a un peu le sentiment de s'être égaré sur une piste de ski de fond. D'ailleurs, c'est peut-être le cas, en fait. Je suis en train de me poser la question. Non, je pense pas quand même, c'est pas aussi large. Bon, il y a bien un panneau qui m'enseignera tout à l'heure. Voilà. Là, je pense qu'il y a au moins 50 facile. 50 cm, bon. Et il restait 1 centime. Il y avait tout ça. Ah ouais. Oh, punaise! À main nue! Tu me diras tout à l'heure. C'est un peu ce qu'on va faire, mais voilà. C'est beau! C'est cristallin! Oh, c'est beau les bougies là. Très joli. Alors on va se baigner là-dedans tout à l'heure. J'ai du mal à le croire. Laisse-moi par contre. Je suis vraiment toute seule et la nuit est en train de tomber. La réserve de bois, je suis tellement incroyablement surprise. Il y a tous les outils. Est-ce que vous avez déjà vu ça en France, quoi? Mis à disposition en France. Ou alors je suis pas allée dans les bons endroits, mais franchement. Et j'ai une hache. Sur ce petit feu, comme j'ai pas de viande, j'ai rien du tout, j'avais pas du tout prévu de faire un feu. Hop. Je l'ai fondu au fromage. Hop. Avec un peu de gnôle au fond. Oups.
carrément trop. Ça, c'est le merveilleux drapeau Sami. Oups là. Moi, j'avais jamais quitté la France, sauf pour des voyages linguistiques, mais aucun voyage touristique même. Donc ça a été un vrai choc. Ouais. On n'apprend pas le finnois, on reste bien français. Et en fait, ce qui a fait que nos enfants sont intégrés, c'est le hockey. Je me sens pratiquement plus français en ce moment. Donc la France, c'est une terre lointaine. Ouais, un peu. Ils sont bien plus heureux en finlandais qu'en français, parce qu'ils ont un cadre de vie ici qu'ils ne retrouveront jamais en France. C'est un milieu très, très préservé, très privilégié. Ah voilà, j'étais à Lévis. Puis de Lévis, je suis allée jusqu'à Inari pour voir la capitale Sami. Voilà, chaussures descendues. Hop. Et puis Rovaniemi. Et ensuite, j'ai pris cette route pour aller à Rauma. Oh, ça fait quand même un joli parcours tout ça. Rauma et Helsinki. Évidemment, j'ai renoncé à Saint-Pétersbourg. Et là, voilà. Et je ne suis pas encore à Riga. Ici, ils sont très pro-Ukraine, en fait, dans le sens où ils soutiennent énormément le peuple ukrainien. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés. Là, on peut faire des dons de partout en ville. Ils prévoient de mobiliser les gymnases pour accueillir les réfugiés, etc. Ils sont très sensibles à ce qui se passe là-bas. Il y a des fonds qui ont été débloqués pour que les enfants en fait, puissent pouvoir commencer à apprendre l'estonien, donc les enfants ukrainiens. Immédiatement, ils sont déjà intégrés dans les écoles estoniennes. Les entreprises ici qui ont mis un petit drapeau ukrainien sur leurs offres d'emploi pour dire on accueille les Ukrainiens, on leur permet d'avoir un visa de travail. Ouais, mais comme les Ukrainiens parlent russe, très bonne partie, ça aide énormément parce qu'en fait, du coup, ils vont... Par exemple, ici, une caissière en supermarché n'a pas nécessairement besoin de parler estonien ou simplement quelques mots. Si elle parle russe, globalement, elle va être comprise par une très grande partie de la population. Les Ukrainiens parlent anglais, la jeune génération parle anglais. Enfin, finalement, ils peuvent s'intégrer relativement facilement. Après avoir été à Lévis, avoir vu les aurores boréales, ce ciel, ces cheveux verts dans le ciel, il y avait d'autres choses qui se passaient dans le ciel beaucoup moins plaisantes et poétiques. Et donc, il fallait envisager un retour dans un contexte très belliqueux. Et là, j'entendais que le retour par les pays baltes était déjà assez compliqué, mais la Pologne, ses frontières étaient saturées. Et j'ai appris également que j'allais donc traverser une zone entre Kaliningrad qui était russe, et donc la Russie, une sorte de couloir. Et là, je me disais comment ça va se passer, mais surtout quelle va être ma réaction si je vois des gens
en plein exode, comment je vais réagir? Alors, en fait, je me basais sur des anciens films de l'exode, Seconde Guerre mondiale, avec des gens marchant à pied. Non, en fait, ce qui s'est passé, les gens, ils essayaient de trouver des voitures. C'était à plusieurs dans les voitures. Mais je me faisais... j'avais une vision assez fausse. Et à ce moment-là, je suis à l'orée d'un bois et une voiture de douane volante, en fait, ou de police, je ne sais pas, kaki, en tout cas, m'empêche d'avancer, me bloque. Et voilà, et je dois m'arrêter. Et là, je dois dire que c'est assez impressionnant parce que je vois 3 personnes sortir d'une voiture, je ne peux même pas l'identifier. Ils sont en kaki, ils ont un gros gilet pare-balles, et puis ils sont surtout une mitraillette qui est pointée comme ça devant eux. Et puis ils retournent vite fait des choses et ils me laissent partir. Ouais, je me suis dit, c'est comme ça tout le long, ça va être sympa. Mais j'ai même pas eu, comment dire, j'ai pas eu peur, j'ai pas eu de panique. Et je pense que des fois, quand j'arrive à mettre un boisseau sur tout ce qui pourrait être un crescendo de peur ou de panique, c'est ressenti par les personnes. Et donc, et ça, je fais un travail sur moi. C'est comme s'il y avait 2 voix en moi. Ça, c'est sûr qu'il y a un dialogue tout le long du voyage, avec l'une qui dit à l'autre ça va bien se passer, la phrase qui est un peu connotée maintenant, mais ça va aller. Ça va aller, tu as des ressources, ça va aller. On se demande toujours où on va. Ah, ici. Ah, ok. C'est là. Là, il y a un point de réception. Beaucoup de bénévoles qui attendent et il n'y a pas tellement de gens, en fait. De réfugiés, là, c'est plutôt désert. Je vais juste donner mon truc et je vais partir. Yeah, I came with this machine from Holland. I drove like 19 hours straight. And we're cooking for the Ukrainian people. They are our guests. And they want good food. So we're going to provide it and we're going to do it. So the smoke is on. And we provide meats. Like, there's nothing in the hour. We make really loads of meat we make. You decide alone to come here? Yes. Because Since how many if you're laying on the couch and you're doing like, I make a donation to that, I make a donation to that, you don't know where it goes. Yes. Now you know where it goes. Yes. It goes to me. I cook. Finish here, they walk. And how many people come every day and eat here? I think like 600-700 a day now. En fait, ça vient par vague. Il y a des moments où il n'y a personne, et puis des moments où il y a 3 bus qui arrivent. Là, c'est un peu la foire parce qu'il y a plein d'enfants, plein de mamans, plein d'émotions, évidemment. C'est juste un lieu de transition où on les accueille, on les pose un petit peu en se disant « Ok, on est arrivé de l'autre côté de la frontière, on est en sécurité ». Et après, ils partent vers les destinations qu'ils ont choisies, soit vers les proches ou des amis qui habitent à l'étranger, soit ils ont été en contact avec des gens qui leur ont trouvé des familles d'accueil. Voilà, donc ça n'arrête pas. C'est super bien organisé, des gens super motivés. Marionnettes, quelle aventure! Donc les marionnettes, c'est parce que je devais aller à Zanzibar. Je voulais apporter des livres, je voulais un intermédiaire pour les donner. And I clean everything. No, دي مسحتي كده السجاير. And I remember لأن بوكا that somebody was coming. Bon, alors voilà. Les cousins de Pinocchio, comme disent les enfants qui voient. Voilà,
Je suis contente. Je suis super. Voilà, mini Monica. Alors lui, voilà, hop, c'est fait en mousse dure, sculptée. Donc je lui ai fait des tablettes de chocolat dont il est assez fier. Eh oui, très bien. Et donc sinon, pareil, même en bois. Et le visage et les mains en latex. En fait, les marionnettes, ça fait un bout de temps que je les utilise régulièrement. Quand les enfants étaient petits, j'utilisais des marionnettes, des petits lutins. Après, en maternelle, aussi des marionnettes pour des petits spectacles, des histoires, plutôt des contes, en fait, des choses à raconter. Mais je remarquais que les enfants qui, peut-être, ne parlaient pas énormément dans des classes, vraiment se mettaient à parler à la marionnette comme si c'était un autre personnage et étaient désinhibés, en fait, et lui parlait. C'était incroyable. What's your name? White climbing. What is your name? Yes. What is your name? White your name. What is You. good? Good. Now you know. Boy or girl? What? Boy or girl? Yes. Et donc là, j'ai retrouvé ça avec en plus ce supplément qu'est la pince. La pince, là, ça offre une visibilité de la parole par rapport aux marionnettes. Même si c'est pas en soi un grand obstacle de ne pas voir forcément la marionnette articulée. En tout cas, qu'elle puisse bouger les lèvres, ça c'est magique. Et donc, je voulais créer un rite qu'ils aient un intermédiaire. Ça s'est réalisé au-delà de mes espérances, qui donne eux-mêmes des livres et que les enfants les prennent. Ralentir le temps, qu'il n'y ait pas simplement je me sers en livre et je pars, ou je veux donne-moi des bonbons pour Halloween et je m'en vais, mais qu'on prenne le temps. Le temps de se voir, de se parler, d'être étonné, de savourer cet étonnement, de regarder après peut-être qui est derrière la marionnette et de devenir celle qui est derrière la marionnette et d'avoir ce pouvoir-là. Ce que ça provoque dépasse ce à quoi je m'attendais. Et ça, c'est génial, c'est plein de découvertes à chaque fois. Je ne gère pas, je ne maîtrise pas le truc. En fait, ça dépend des gens qui se trouvent face à la marionnette, ça dépend des gens, de ce que les gens ont vécu eux-mêmes avec une marionnette dans leur enfance. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte, moi ? C'est ça rejoint. Je veux être utile à donner à rêver. Je veux absolument et férocement contredire toute cette morosité, cette sinistrose qu'on nous sert à longueur de journée. Je veux montrer qu'avec l'imaginaire, on peut contrecarrer tout ça. Et donc, tant pis si je peux pas être quelqu'un d'un peu naïf ou fou. Enfin, moi, je vois sur le terrain ce que ça fait comme bien. Je le vois auprès de malades, de gens, de Alzheimer, Parkinson, d'adolescents en difficulté, d'enfants qui ne parlent pas, etc. Ça débloque quelque chose. Je ne mesure pas forcément tout ce que ça débloque. Je n'ai pas forcément fait toutes les études ou je ne suis pas habilitée forcément dans ça, mais ça crée des émotions et du bonheur et ça rapproche. Donc moi, je suis fan de tout ça. Bonjour à tous, donc je vous montre ma carte éclairée à la frontale puisque je n'ai pas d'électricité dans le camion. Je l'ai bien récupéré, mais effectivement, il s'est déchargé pendant le temps du trajet. Il ne fallait pas d'eau non plus, il fallait que les réservoirs soient pratiquement vides. Et donc, il fallait aussi que je n'ai pas de gaz. En fait, ce soir, nous sommes là, à Bathurst. Je suis à côté de la maison d'une très gentille dame, qui est en fait la propriétaire du camping et qui m'explique qu'il fait trop froid et que les campings sont fermés.
heureuse d'être là. Nous voyageons dans le monde entier et nous apprécions beaucoup. Alors maintenant, on attend juste que tous les enfants viennent. C'est très 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 palpitant comme moment. Devenir le premier clown humanitaire au monde. Je savais pas que ça existait et j'ai foncé dans ce rêve-là. Ça fait 17 ans que je fais ça, j'ai jamais arrêté. Je suis allé dans plus d'une quarantaine de pays. J'ai été pendant plusieurs années bénévole à temps plein. Mon salaire annuel, c'était $0. Tout ce que je possédais entrait dans mon sac à dos. Aujourd'hui, je possède pas grand-chose, j'ai pas un gros salaire, mais j'en possède un peu, j'ai pas le choix. Il faut vivre aussi. Puis j'essaie de distribuer de l'amour, de l'espoir, des sourires, des rires, de l'estime de soi dans toutes sortes de contextes, des camps de réfugiés, des hôpitaux, des orphelinats, etc. Et même que maintenant, c'est devenu plus gros que moi. C'est un organisme qui s'appelle la Caravane Philanthrope. C'est toi qui l'as créé. Je suis le directeur et le fondateur, un des fondateurs de l'organisme. Et on est une quarantaine, une armée du bonheur. Des gens qui vont dans les camps de réfugiés, qui s'impliquent auprès des personnes en situation d'itinérance, auprès des personnes âgées, des enfants vulnérables, toutes sortes de projets un peu partout au Québec et sur notre planète. Merci, Guillaume. Merci. Câlin. Je suis arrivée en 1999, donc juste avant l'an 2000. Donc j'étais très excitée d'être au Canada à ce moment-là. Alors le contexte, j'ai d'abord été en francophonie, puis maintenant je suis née à Toronto. On voulait être en anglais, sortir de la francophonie, sortir de notre côté franco-française, un peu notre mindset, notre manière de penser française, qui est très intéressante, mais qui est un peu limitée. Et donc d'être en anglophonie, ça change tout. On est à Toronto, c'est très multiculturel. Et puis depuis que je suis là aussi, on est très touché par la question des Amérindiens, comme on dit, les First Nations, les Premières Nations qui étaient là avant. Et en fait, le fait que je viens de France, un pays colonisateur, donc tout le passé colonialiste qui est lourd, que je trouve très lourd moi-même, je suis toujours en train de réfléchir à la culpabilité que ça porte. C'est compliqué comme histoire, il y a des moments où j'en ai marre, il y a des moments où c'est trop lourd, je me suis dit mais pourquoi on est là? On réfléchit en communauté depuis plusieurs années, et puis tout ce qui s'est passé pour les pensionnats amérindiens, moi j'ai été assez touchée. Il y a plusieurs années, je travaillais dans une télévision catholique et on a vu un chef indien qui est venu parler aux évêques en disant, voilà, il y a eu beaucoup de mal, l'Église catholique a fait beaucoup de mal, mais on a quand même besoin de vous. Comment fêter ses 60 ans, son anniversaire toute seule? Eh ben, d'abord avec plein de gens sympas qui vous écrivent. Donc, et puis une copine qui m'a glissé ça dans un petit sac. Merci Françoise, à ne boire que le 6, j'ai bien attendu, je n'ai pas ouvert. Et puis des enfants qui nous offrent aussi un survol des chutes. Et puis voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, il y a les chutes. Eh bien, je vais boire, et oui, du champagne dans mon camion au-dessus des chutes. Youhouhouhou.
petit coucou du lac Louise. J'ai vu que la route pour aller à Vancouver, eh bien, elle était bloquée, elle était en travaux en fait. Donc il faut que je trouve un autre moyen pour y aller. Allez, bye bye! Pas mal. Sur les souvenirs. Et je danse, c'est bien. Je veux jamais le matin. Et c'est bien. Ma terre, c'est la mer, en fait. c'est Donc, ce qui joli, m'attirait ça. à la Baule, c'était l'océan, c'était l'Atlantique. Et pour des raisons, la vie, on ne peut pas toujours savoir pourquoi, mais je me suis retrouvé au Canada, je me suis retrouvé dans l'ouest du Canada et en Colombie-Britannique. Et j'ai été tout de suite fasciné par cet endroit. Ici, il y a une très forte spiritualité. Les forêts, les arbres immenses, les totems, tout ce passé très fort indigène. Il m'arrive quelque chose que je ne pensais pas pouvoir arriver. On m'avait dit, tu sais, il y a des gens qui mettent l'AdBlue dans le gasoil. Et là, j'avais dit, ah bah ça quand même, c'est grave, faut le faire. Et en fait, bah oui, il faut le faire. Et je l'ai fait. Et là, je me dis, oh shit, je vais plus pouvoir démarrer. Donc, je dois rester à l'endroit où je suis. Et c'est là, quand même, que ça me conforte dans l'idée de ne jamais m'isoler auprès d'une rivière, au fin fond d'une forêt, etc. Là, je suis quand même à côté de la station. Et à ce moment-là, je me dis, mais je vais pas oser le dire à tous ceux qui me suivent, quoi. C'est vraiment la honte. Arrive le dépanneur, là, je prends son camion en photo, et puis j'arrive à voir le positif là-dedans, c'est-à-dire son enthousiasme, son étonnement devant le camion français, un camion avec des vitesses, et puis il voit mes marionnettes, et lui, il est très admiratif. Et pourtant, il sait que j'ai fait une bévue, quoi. Et il me dit, mais bien sûr que ça arrive à d'autres. Et puis il me dit que ça va être purgé dans la journée, et puis voilà. Et c'est là qu'on se trompe tous les deux, lourdement. Et dans la nuit, bah, je mets les photos où on voit mon camion Durandal être donc tiré et puis hissé sur la dépanneuse. Et là, je commence à voir les retours des gens qui me disent « Oh là là, zut, mais bon, tu vas t'en sortir, comme d'habitude, tu vas nous trouver un plan B. » Ils vont être intéressés par la façon dont je vais me sortir de cette galère. Et quand je vais dégainer un plan B qui sera Tahiti, alors là, ils sont... bon, certains sont envieux, mais ils sont... Alors là, trop fort ton plan B. Ce qui est important, c'est savoir qu'on touche le fond et on repart, et on rebondit. Et c'est une expérience résiliente, voilà, super. Quand un enfant naît en Polynésie, la première chose qui est faite, c'est que le placenta est récupéré et il est planté en général sur les terres familiales. Parce qu'un enfant en Polynésie est lié automatiquement à la terre. C'est ce qui fait son identité. Ce qui est compliqué pour un enfant polynésien, c'est de grandir hors de sa terre. C'est ce qui arrive souvent aux enfants tahitiens qui grandissent en France, qui sont adoptés. À un moment donné de leur vie, ils éprouvent le besoin de revenir et en général, quand ils reviennent, ils ne repartent plus. Parce que ce lien, il est défini déjà dès la naissance. Moi, mes parents, ils ont pas fait ça, en fait. On est né à une époque où la médicalisation
de tout acte était présent, tous les médecins, tout ce qui était un peu naturel et culturel était un peu mis de côté. J'ai l'impression de ne pas savoir d'où je viens. Un peu un électron libre, mais et d'où mon envie aussi de voyager, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et quand je suis ailleurs, je me sens très bien, mais je me sens bien ici aussi. On était au Canada, après on était aux USA, et là, essaie de trouver, ou alors ils vont peut-être t'aider. On est dans une île polynésienne. La première lettre, c'est un T. Un T. Oui. Je crois que c'est ça, hein, la trouver. Hein. Oui. Et il faut l'applaudir, hein, parce que quand on a trouvé ça. Speak. Say, this is so beautiful. Yeah, you have to play the part of her. She's playing the part of him. Say, oh, I love it here. Oh, I love it here. You love me or you love the park? The park. Oh, yes, this park is very beautiful. Oh, what happened? Everything is Sorry for my bad English. I am French. Please look for the service information and announcements displayed in your vehicle. We would like 2 3-day passes. Pourquoi tout le monde nous regarde? I don't know. Maybe because we are lovers.
la dernière étape que je m'offre avant les tracasseries administratives pour le shipping. Donc tout ça, ce sera un peu la corvée, mais ça fait partie de la vie. Ayamonika koka chaona kwa zakwa etanaona ayakomo Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Zanzibar yetu, hakuna matata. Ce voyage m'a appris à aborder, à absorber l'inconnu sans crainte, à passer d'un plan A au plan B, à changer de point de vue. Rien n'est grave. Je dézoome et me concentre sur les gens formidables que j'ai rencontrés, des obstacles surmontés et des paysages mémorisés à jamais. J'ai surtout appris à faire de la solitude mon allié, ma force, entre deux rencontres puissantes. Au terme de ce voyage, j'apprends que je suis nommée dans l'ouest de la Guyane, à la frontière du Suriname, une destination inconnue pour moi. J'ai juste le temps de créer une marionnette amérindienne pour ma rentrée, à l'image des Indiens Kalinia que je vais retrouver. Le vertige passé devant cette destination isolée et imposée, je reprends un nouveau mode de vie. La stabilité d'un logis a aussi ses avantages. Un emploi du temps sans surprise un peu moins, le retour d'une hiérarchie pas du tout. Elles sont compensées cependant par l'exotisme de la destination et la multiplicité des ethnies que je côtoie. Je vais me servir dans ce voyage à grands coups de louche, une fois l'ensemble décanté, pour me permettre d'en arroser le quotidien et de proposer à mes nouveaux interlocuteurs le monde à portée de main. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata.
habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kiti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Ngeti jambo bwana, habari gani? Nzuri sana, wageni mwakaribishwa Kenya yetu, hakuna matata. Kenya nchi nzuri, nchi ya maajabu, nchi ya kupendeza, hakuna matata. Kenya yetu, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata, hakuna matata, mama, hakuna matata, kapelani, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Kenya wote, hakuna matata, jambo wote, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata. Regardez les petits clochards assis là-bas. Regardez les petits clochards, man. Yo, t'as rien d'autre à faire, man? T'as rien d'autre à faire? Je suis en train de lire un livre de Bible. Regarde ce sac, regarde le sac, man. Tu veux tes affaires? Ouais, tu veux. Viens chercher. Viens chercher, non? Viens chercher. C'est le livre des années 50. Oh, tu veux tes affaires? Tu pleures? Oh, tu pleures? Tu pleures? Oh, tu pleures? Ouais, t'as rien d'autre à faire, tu pleures? Dégage. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Yo, y'a Biggie. Allons-y, on y va. Yakari, que s'est-il passé? Je suis tombée. Viens, relève-toi. Allons voir le CPE, pour qu'on en parle avec lui. Bonjour, madame la CPE. Alors, nous allons recevoir vos différents témoignages. Ici, c'est un lieu sécurisé. Tu peux revenir quand tu veux. On va agir pour que cela ne se reproduise plus. Tu vois, jamais seul Yakari. Souvent, ça finit par s'arranger, tu sais. Yo, mon pas me le que toi, man. Ça ne me regarde pas. Ik ben monitor. Met un bon.